Personne ne parlait la langue des signes. Le PDG milliardaire était sur le point de partir lorsque la figure de la femme de ménage se mit à signer avec aisance. Ne renoncez pas, monsieur. Ces mots silencieux, formés non pas par une voix, mais par les mains d'une enfant, allaient tout changer. Dans le bureau imposant du milliardaire Harrison Caldwell, un homme qui autrefois dominait les marchés d'un seul mot, le silence était devenu sa prison. Assourdi par la tragédie, abandonné par la technologie, il était prêt à abandonner son empire. Personne ne pouvait l'atteindre jusqu'à ce que la fille d'une femme de ménage âgée de 12 ans ose enfreindre toutes les règles de la maison. Ce qu'elle a signé ce jour-là a non seulement sauvé une fusion de plusieurs milliards de dollars, mais a également mis au jour un lien enfoui depuis des générations. Voici l'histoire d'une enfant invisible qui est sortie de l'ombre et a changé le destin d'une dynastie. Avant de nous plonger dans l'histoire, dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez aujourd'hui. Nous aimons voir jusqu'où ces histoires peuvent voyager. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la vidéo spéciale de demain. Maintenant, replongeons-nous dans l'histoire. Bonne lecture. L'empire d'un homme silencieux était sur le point de s'effondrer dans une tempête sans bruit. Harrison Caldwell, un titan de l'industrie, était piégé dans un monde qui était soudainement devenu silencieux. Et dans son immense demeure, la seule personne capable de comprendre son silence était celle que personne n'était censé voir. Le silence qui régnait dans le bureau de Harrison Caldwell n'était pas paisible. C'était une couverture épaisse et suffocante, tissée de frustration et de puissance brute. À 58 ans, Harrison avait un visage sculpté dans le granit et une ambition dévorante, avec des yeux de la couleur d'une mer déchaînée. Pendant 40 ans, sa voix avait été son arme principale. Une voix de baryton profonde et imposante qui pouvait créer des marchés ou démanteler des concurrents avec la même facilité. Il y a 3 mois, une panne d'hélicoptère au-dessus des Rocheuses lui avait volé cette voix ainsi que son ouïe, le laissant échouer sur une île de silence. Son monde, autrefois une symphonie commerciale, était désormais un chaos étouffé et déformé. La lecture labiale était un art maladroit et épuisant. Sa propre entreprise, Caldwell Industries, une machine qu'il avait construite de ses propres mains, était désormais un lieu de confusion. Ses cadres, des hommes et des femmes qui autrefois obéissaient au moindre de ses ordres, lui criaient désormais dessus comme s'il était un enfant. Leurs mouvements de bouche exagérés ressemblaient davantage à de la moquerie qu'à de la communication. Ce matin-là, c'était le point de rupture. La fusion avec Omnicorp, une transaction qui aurait été le couronnement de sa carrière, était en train de s'effondrer. Deux vice-présidents, agités dans leurs fauteuils en cuir hors de prix, tentaient d'expliquer un changement crucial dans les négociations. Ils parlaient de bot, ils utilisaient une application de synthèse vocale maladroite sur une tablette. C'était un désastre. Les nuances avaient disparu. L'urgence était perdue. Tout ce que Harrison pouvait ressentir, c'était de la honte brûlante et lancinante de son propre désarroi. Il frappa du poing sur le bureau en acajou. La vibration aiguë remonta le long de son bras, piètre substitut au bruit tonitruant qu'il aurait voulu faire. Il secoua la tête, geste de défaite finale et totale. C'est fini, pensa-t-il, les mots résonnant uniquement dans son esprit. C'est fini. Il se leva, prêt à abandonner l'accord, le travail de toute sa vie, tout. Son équipe interpréta son geste comme un renvoi. Ils rassemblèrent leurs papiers, le visage empreint à la fois de pitié et de soulagement. Au fond de la pièce, des ombres s'accrochaient aux étagères qui allaient du sol au plafond. Une petite silhouette bougea. Amelia Grant, 12 ans, dépoussiérait les livres reliés en cuir avec un plumeau, comme sa mère le lui avait demandé. C'était une petite fille menue, aux cheveux couleur de soie de maïs pâle et aux yeux bleus et sérieux comme un ciel d'été. Sa mère, Helen, était gouvernante en chef au domaine Caldwell depuis près de 10 ans. Ses règles étaient simples. Être invisible, rester silencieuse, faire son travail et ne jamais déranger M. Caldwell. Mais Amelia ne se contentait pas d'observer la crise de colère d'un homme riche. Elle voyait un homme se noyer. Elle voyait le désespoir dans ses yeux, ses mâchoires serrées, les gestes frénétiques et inutiles de ses mains. C'était un regard qu'elle connaissait bien. C'était le même regard de frustration emprisonnée qu'elle voyait chaque jour dans les yeux de son petit frère Noah. Noah était né dans un monde de silence, et Amelia était entrée dans ce monde avec lui, apprenant la langue des signes à l'âge de 6 ans.
Elle l'avait apprise à partir de vieux livres de bibliothèque et de vidéos en ligne de mauvaise qualité, s'entraînant jusqu'à ce que ses doigts puissent prononcer les mots d'amour et de compréhension dont son frère avait besoin. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Les avertissements de sa mère résonnaient dans sa tête. Ne fais pas de bruit. N'attire pas l'attention. Mais la vue de cet homme puissant, si seul et incompris, lui donnait l'impression de voir son frère lutter contre un monde qui n'était pas fait pour lui. C'était une douleur qu'elle ne pouvait ignorer. Prenant une inspiration qui lui donna l'impression de faire un pas dans le vide, Amelia posa son plumeau. Elle sortit de l'ombre et entra dans l'atmosphère lourde et tendue du bureau. Les deux vice-présidents la regardèrent, choqués par l'audace de la fille et de la femme de ménage. Harrison Caldwell ne la vit même pas au début. Il lui tournait le dos, regardant par la fenêtre l'empire qu'il ne pouvait plus diriger. Amelia fit un pas de plus. Elle leva ses petites mains fermes. Ses doigts bougeaient avec une grâce fluide et silencieuse, formant des mots dans l'air. « Monsieur, n'abandonnez pas, s'il vous plaît. Je peux vous aider. » Harrison sentit un changement dans la pièce et se retourna, son irritation s'intensifiant. Il vit la jeune fille et pendant un instant, il ressentit une nouvelle vague de colère. Qui est cet enfant? Mais ensuite, il vit ses mains. Il se figea. Son esprit, si habitué au brouillard de la mauvaise communication, avait du mal à comprendre ce qu'il voyait. C'était une langue claire, précise et belle qu'il avait commencé à apprendre lors de séances de thérapie frustrantes et solitaires. Un langage qu'il n'aurait jamais imaginé voir ici, au cœur de sa propre maison. Ses yeux orageux s'écarquillèrent. Une fissure apparut dans sa façade de granit. Il la regarda répéter le geste, son expression exprimant une empathie pure et sans faire. Il leva lentement sa propre main, ses mouvements maladroits et raides à force de désuétude. « Vous comprenez ?» signa-t-il. Amelia lui adressa un petit sourire radieux qui illumina la pièce sombre. Ses mains s'agitèrent à nouveau, plus rapidement cette fois, avec plus d'assurance. « Oui, monsieur, je comprends. Mon frère est sourd. Dites-moi ce dont vous avez besoin. » Les deux vice-présidents restèrent bouche bée. La fusion multimilliardaire venait d'être sauvée de l'effondrement. Non pas par une armée d'avocats coûteux ou de stratèges d'entreprise, mais par les mains discrètes et éloquentes d'une fillette de 12 ans tenant un plumeau. Harrison Caldwell s'enfonça dans son fauteuil, non pas par défaite, mais par incrédulité. Pour la première fois en 3 mois, il ressentit une lueur de quelque chose qu'il pensait avoir perdu à jamais. L'espoir, et il comprit avec une clarté qui le bouleversa profondément que cet enfant détenait la clé, qui pouvait soit l'enfermer à jamais dans sa prison silencieuse, soit le libérer enfin. Helen Grant apprit l'incident 1 heure plus tard. Elle était en train de polir un service à thé en argent dans la cuisine principale lorsque Beatrice Caldwell, la nièce et assistante de direction de Harrison, fit irruption. Beatrice était une femme d'une 30aine d'années qui se déplaçait avec la grâce prédatrice d'un faucon. Elle portait son ambition comme un costume sur mesure et considérait le personnel de maison comme des meubles malheureux mais nécessaires. « Helen » lança-t-elle d'une voix qui tranchait avec le bourdonnement tranquille de la cuisine. « Votre fille vient de se ridiculiser dans le bureau principal. » Le cœur d'Helen se serra. Elle posa le pot à lait en argent d'une main tremblante. « Madame, je ne comprends pas. Amelia connaît les règles. »« Apparemment pas, » ricana Beatrice. Elle a interrompu une réunion du conseil d'administration. Elle s'est immiscée dans les affaires privées de M. Caldwell. Je ne peux pas laisser les enfants du personnel se mêler d'affaires qui valent plus que tout ce domaine. Helen ressentit un élan de honte et de peur. Elle avait élevé Amelia pour qu'elle soit respectueuse, pour qu'elle comprenne sa place. « Je suis vraiment désolé, Mlle Caldwell. Cela ne se reproduira plus. Je vais lui parler immédiatement. » Mais avant que Beatrice ne puisse lancer une nouvelle attaque verbale, Harrison Caldwell lui-même apparut dans l'embrasure de la porte de la cuisine. Sa présence changea immédiatement l'atmosphère. C'était un homme imposant, et même dans son silence, son autorité était absolue. Il regarda Beatrice droit dans les yeux, le visage impassible, puis son regard se posa sur Helen. Il leva les mains et, avec Amelia, qui se tenait nerveusement à ses côtés, il signa. Amelia, d'une voix faible mais claire, traduisit pour sa mère. Il dit « Helen, votre fille ne s'est pas immiscée. Elle a réussi là où tous les autres ont échoué. Elle possède un talent rare et j'en ai besoin. » Helen le fixa, abasourdie,
regardant tour à tour le milliardaire et sa propre enfant. C'était un monde qu'elle ne comprenait pas. Les gens comme les Caldwell n'avaient pas besoin de gens comme eux, sauf pour faire le ménage et la cuisine. Le visage de Béatrice se crispa en un masque de fureur polie. Oncle Harrison, dit-elle en parlant lentement et en articulant exagérément, comme s'il s'agissait d'un touriste qui ne comprenait pas la monnaie locale. C'est tout à fait inhabituel. Nous pouvons engager une équipe d'interprètes professionnels certifiés. Nous n'avons pas besoin de compter sur une enfant. Les yeux de Harrison brillèrent d'impatience. Il fit un nouveau signe. Ses mouvements étaient nets et décisifs. Il dit, « Les professionnels que vous avez engagés parlent avec des mots. Cet enfant parle avec compréhension. J'ai pris ma décision. » Harrison fit une pause, regardant Helen droit dans les yeux, son regard s'adoucissant légèrement. « Je vous promeux au poste de gestionnaire du domaine. Votre salaire sera triplé. Votre seule nouvelle tâche sera de vous assurer qu'Amelia soit disponible pour m'assister chaque fois que j'en aurai besoin. » La cuisine devint silencieuse. Helen se sentit étourdie, comme si le sol s'était incliné sous ses pieds. Gestionnaire du domaine. C'était un bond impossible. C'était un rêve qu'elle n'aurait jamais osé faire. Mais le prix de ce rêve était que sa fille se retrouve plongée dans un monde de requins du monde des affaires et d'intrigues familiales. « Monsieur, balbutia Helen, je ne sais pas quoi dire. Amelia va à l'école. Elle a des devoirs. Elle aura les meilleurs tuteurs du pays. » Amelia traduisit son propre regard écarquillé, mélange d'excitation et de peur. « Elle peut faire ses devoirs ici, au domaine. » Il dit que son éducation est une priorité, mais il dit aussi que son entreprise est son héritage et qu'à l'heure actuelle, elle est la seule à pouvoir l'aider à le protéger. Béatrice observait la scène, les lèvres pincées en une fine ligne exsangue. Elle ne voyait pas que là comme une solution, mais comme une infestation. Cette petite fille, la fille d'une domestique, avait en quelques minutes contourné des années de hiérarchie d'entreprise et de loyauté familiale pour devenir la confidente la plus fiable de son oncle. C'était une menace, et Béatrice avait passé toute sa vie à neutraliser les menaces qui pesaient sur son héritage. Plus tard dans la soirée, dans leur petite maison de fonction récemment rénovée, située à la lisière du domaine, Helen s'assit avec Amelia à leur minuscule table de cuisine. La promotion, l'argent, les tuteurs, tout cela semblait irréel. « Amy, dit Helen d'une voix lourde d'inquiétude, tu dois être très prudente. Ce ne sont pas nos gens. Ce n'est pas notre monde. Tu as fait une bonne action aujourd'hui, un geste giabard, mais la gentillesse est souvent considérée comme une faiblesse dans un endroit comme celui-ci. Mais maman, dit Amelia, les yeux bleus remplis de sincérité. Il avait l'air si seul, comme Noah parfois quand on ne comprend pas ce dont il a besoin. Je voulais juste l'aider. Je sais, ma chérie. Tu as bon cœur. Tu tiens ça de ton grand-père. Helen passa la main dans les cheveux soyeux d'Amelia. C'était l'homme le plus gentil et le plus courageux que j'ai jamais connu. Le grand-père d'Amelia, le sergent-major Thomas Grant, était une légende familiale. Un héros de guerre décoré qui avait combattu dans certains des conflits les plus brutaux du siècle dernier. Il était décédé avant la naissance d'Amelia, mais son portrait était accroché dans leur salon, celui d'un jeune homme avec les mêmes yeux sérieux qu'Amelia, son uniforme impeccable, son regard fixe et intrépide. Il était leur lien avec un héritage d'honneur, un héritage qui semblait à des millions de kilomètres de leur vie tranquille au service des autres. Grand-père disait toujours que le courage, ce n'est pas ne pas avoir peur. Amelia murmura, répétant une histoire que sa mère lui avait racontée 100 fois. C'est faire ce qui est juste même quand on est terrifié. C'est vrai, dit Helen en serrant sa fille dans ses bras. Mais souviens-toi de ceci, Amelia. Dans cette grande maison, faire ce qui est juste peut sembler très différent selon les personnes. Veille sur elle, surtout en présence de mademoiselle Béatrice. Amelia acquiesça, mais elle ne pensait pas à Béatrice. Elle pensait au regard de M. Caldwell lorsqu'il avait enfin été compris. C'était un regard profondément soulagé. Et pour la première fois, Amelia réalisa que ses petites mains détenaient un pouvoir étrange et inattendu. Dans un monde d'hommes bruyants et de batailles d'entreprise, le langage silencieux de son cœur était la voix la plus forte de toutes, et elle commençait tout juste à apprendre à l'utiliser. Les semaines suivantes furent un tourbillon qui se transforma en une étrange nouvelle routine. La vie d'Amelia était divisée en deux. Le matin, une tutrice privée,
Une femme au visage aimable nommée Madame Gable venait au cottage pour lui enseigner l'algèbre, la littérature et l'histoire. Mais elle passait ses après-midi dans le monde tendu et silencieux de Harrison Caldwell. Elle devint son ombre, une petite présence blonde dans des pièces remplies d'hommes puissants. Elle assistait aux conférences téléphoniques, ses petites mains traduisant des données financières complexes et des stratégies juridiques agressives qui lui échappaient complètement. Mais elle comprit rapidement que son travail ne consistait pas seulement à traduire les mots. Sa véritable valeur, comme Harrison l'avait compris, résidait dans sa capacité à traduire les intentions. Lorsqu'un PDG rival bluffait, les mains d'Amelia pouvaient traduire la subtile lueur d'incertitude qu'elle voyait dans ses yeux. Lorsque l'équipe juridique de Harrison se montrait évasive, elle pouvait traduire non seulement leurs mots prudents, mais aussi la peur sous-jacente qu'ils perdaient du terrain. Elle avait une capacité étrange et innocente à voir au-delà des masques corporatifs pour percevoir les véritables émotions humaines qui se cachaient derrière. Harrison commença à compter sur elle pour bien plus que les affaires. Il lui demanda de rester pour ses dîners tranquilles et solitaires dans la grande salle à manger. Sous le lustre scintillant, elle lui racontait sa journée avec Madame Gable, les livres qu'elle lisait, et elle lui parlait de Noah. Il veut devenir astronome, se traduisit-elle un soir après avoir décrit le dernier projet de son frère, une carte détaillée des constellations qu'il avait dessinées. Il dit, les étoiles n'ont pas besoin de son pour être belles, elles le sont, tout simplement. Harrison écoutait, l'air pensif. C'était un homme qui n'avait jamais eu de temps à consacrer aux enfants, pas même à sa propre nièce lorsqu'elle était petite. Il les avait toujours considérés comme des créatures insignifiantes et illogiques. Mais Amelia était différente. Elle possédait une sagesse tranquille, une profonde empathie qui l'attirait de plus en plus. Il commença à la voir non plus comme une employée ou un outil, mais comme une bouée de sauvetage. Ce lien grandissant ne passa pas inaperçu aux yeux de Béatrice. Elle observait depuis les coulisses, son ressentiment bouillonnant comme un poison. Chaque regard échangé entre son oncle et la jeune fille, chaque moment de complicité qui l'excluait, était une nouvelle insulte. Elle avait consacré sa vie à cette entreprise, à lui. Elle avait appris son métier, anticipé ses besoins, et s'était positionnée comme son héritière légitime. Et maintenant que son héritage était menacé par la figure de la femme de ménage, elle lança subtilement sa campagne. Elle utilisait accidentellement des termes techniques très spécialisés lors des réunions, sachant qu'Amelia ne connaîtrait pas les signes spécifiques. « Oh, je suis désolé, disait Béatrice avec un sourire mielleux quand Amelia hésitait. J'avais oublié que nous comptions sur une amateur. C'est ma faute. Elle essaya de monter le personnel contre Helen et Amelia. C'est indécent, n'est-ce pas? Murmurait-elle aux autres cadres supérieurs. La façon dont cette femme utilise son enfant pour arriver à ses fins. Une prise de pouvoir si flagrante, mais ses attaques ne fonctionnaient pas. La confiance de Harrison en Amelia ne fit que s'approfondir. Il voyait les manœuvres de Béatrix pour ce qu'elles étaient, des actes mesquins de jalousie. Cela le décevait. Il avait espéré que sa nièce aurait plus de caractère. Un après-midi, Amelia se promenait dans les magnifiques roseraies du domaine, un endroit où elle allait se vider la tête après des réunions difficiles. Elle trouva Samuel, le jardinier en chef, en train de tailler soigneusement un rosier blanc. Samuel était un homme de plus de 70 ans, au visage buriné et aussi aimable que les chênes centenaires qui parsemaient la propriété. Il travaillait au domaine Caldwell depuis 50 ans, depuis qu'il était jeune homme. « J'ai entendu dire que tu t'étais bien défendu contre les requins aujourd'hui, petit oiseau, » dit Samuel sans lever les yeux de son travail, d'une voix grave et douce. Le personnel avait ses propres moyens de savoir tout ce qui se passait dans la maison principale. Amelia soupira, assise sur un banc de pierre. Mademoiselle Béatrice a encore essayé de me ridiculiser. Elle a utilisé un mot, cinétique, je ne le connaissais pas. Et qu'a fait M. Caldwell? Il l'a cherché sur sa tablette et m'a montré la définition. Puis il a regardé Mademoiselle Béatrice et a simplement secoué la tête. Samuel a gloussé en coupant une fleur fanée. Cet homme voit plus que ce que les gens lui accordent, même sans ses oreilles. Il s'est finalement tourné vers elle, les yeux pétillants. « Tu sais, tu me rappelles ton grand-père. » Amélie adressa l'oreille. « Vous le connaissiez? » Je le connaissais. « Thomas Grant m'a sauvé la vie, » dit Samuel, son sourire laissant place à un regard empreint d'une profonde révérence. « Nous étions à peine plus âgés que toi aujourd'hui, lorsque nous avons menti sur notre âge pour nous enrôler.
Une guerre différente, mais la même boue. Il y a eu une fusillade. J'étais coincé, terrifié. Tom était déjà sergent à l'époque, malgré son jeune âge. Il a rampé sur 50 mètres dans un enfer gelé pour me sortir de là. Il n'en a jamais parlé après. Il l'a fait parce que c'était la bonne chose à faire. Il fit une pause, regardant Amelia avec une nouvelle intensité. C'est le sang qui coule dans tes veines, mon enfant. C'est le sang des Grant. Ne laisse jamais personne, aussi riche ou puissant soit-il, te rabaisser. Ton grand-père était un géant parmi les hommes, et l'héritage d'un géant est lourd à porter, mais il te permet de te tenir plus droite. Les paroles de Samuel enveloppèrent Amelia comme un manteau chaud. Il lui donnait plus qu'une leçon d'histoire. Il lui donnait une armure. Il la reliait à la figure héroïque du portrait, le rendant réel. En retournant à la maison principale, elle ressentit une nouvelle détermination. Elle n'était pas seulement Amelia Grant, la fille de la gouvernante. Elle était Amelia Grant, la petite fille du sergent-major Thomas Grant. Et elle ne se laisserait pas intimider. Son nouveau courage fut mis à l'épreuve plus tôt qu'elle ne l'avait prévu. Harrison avait convoqué une réunion urgente. Un prédateur financier, un vautour impitoyable nommé Alistair Finch, avait discrètement racheté les actions de Caldwell Industries, se préparant à une OPA hostile. La réunion avait pour but de convaincre le conseil d'administration de se rallier à Harrison et de riposter. Amelia se tenait aux côtés de Harrison, à la tête d'une immense table de conférence polie. L'atmosphère était lourde de tension et imprégnée d'une odeur d'eau de Cologne coûteuse. Béatrice était assise en face d'eux, le visage soigneusement impassible, mais Amelia pouvait voir la lueur triomphante dans ses yeux. Alors que Harrison commençait à signer, exposant sa stratégie, Béatrice l'interrompit. « Mon oncle, il vaudrait peut-être mieux que je transmette vos arguments, dit-elle d'un ton suave. Il s'agit d'une question financière complexe. Nous ne pouvons nous permettre aucun malentendu puéril. » Avant que Harrison n'ait le temps de répondre, l'un des membres du conseil d'administration, un homme fidèle à Béatrice, intervint. « Elle a raison, Harrison. C'est le combat de notre vie. Nous avons besoin d'un professionnel, pas de votre mascotte. » L'insulte resta suspendue dans l'air. Amelia sentit son visage rougir, la douleur familière de la honte monter dans sa poitrine. Elle voulait se recroqueviller, redevenir invisible. Mais elle se souvint alors des paroles de Samuel, l'héritage d'un géant. Elle regarda Harrison qui l'observait, le visage empreint d'un mélange de colère et d'inquiétude. Il attendait de voir ce qu'elle allait faire. Amelia prit une profonde inspiration. Elle se redressa légèrement. Elle croisa le regard condescendant du membre du conseil d'administration, puis elle commença à signer, non pas pour Harrison, mais pour elle-même. Ses mains bougeaient avec une férocité et une précision qui plongèrent la salle dans un silence stupéfait. Madame Gable lui avait enseigné non seulement les matières scolaires, mais aussi l'art oratoire et la rhétorique. Amelia avait étudié les discours des grands leaders. Elle mettait maintenant ses connaissances à profit. Ses mains parlaient de loyauté, d'héritage, de la différence entre construire quelque chose qui dure et simplement le détruire pour le profit. Sa traduction n'était plus seulement un service. C'était une performance, une défense passionnée de l'homme qu'elle avait appris à respecter profondément. Lorsqu'elle eut terminé, la salle était silencieuse. Elle n'avait pas seulement défendu la position de Harrison, elle avait défendu la sienne. Elle avait prouvé sans prononcer un seul mot qu'elle n'était pas une mascotte. Elle était une guerrière. Harrison l'observait, un sourire lent et fier se dessinant sur son visage. Il avait vu une petite fille effrayée s'épanouir pour devenir une force avec laquelle il fallait compter. Il tourna son regard vers Béatrice et pour la première fois, il lui laissa voir toute la profondeur glaciale de sa déception. À ce moment-là, Béatrice sut qu'elle avait surjoué sa main. Elle avait essayé d'éteindre une petite bougie et avait au contraire allumé un feu de forêt. Le vent avait tourné dans la salle du conseil. Les membres, touchés par la passion brute et indéniable de la présentation, commencèrent à exprimer leur soutien à Harrison. La bataille était loin d'être terminée, mais une ligne cruciale avait été tracée, et elle l'avait été par les mains fermes et courageuses d'une fillette de 12 ans. Mais alors que la réunion s'achevait et qu'un sentiment de victoire fragile s'installait, Amelia ne pouvait se débarrasser d'un sentiment de malaise. Elle avait remporté cette bataille, mais elle savait que Béatrice n'était pas une femme qui acceptait la défaite. La guerre pour Caldwell Industries et pour sa place au sein de l'entreprise ne faisait que commencer,
et elle avait le sentiment terrifiant que la prochaine attaque de Béatrice ne se ferait pas dans la salle du conseil, mais dans un endroit beaucoup plus personnel et beaucoup plus dangereux. Les conséquences de la réunion du conseil d'administration furent une période de calme trompeur. Béatrice se retira, devenant un modèle d'efficacité et de sang-froid. Elle était polie avec Amelia, lui offrant même un sourire fragile dans les couloirs. Mais Amelia ressentait le froid de ce sourire. C'était le calme glacial qui précède une violente tempête. Harrison, encouragé par la confiance renouvelée du conseil d'administration, se lança dans la lutte contre Alistair Finch. Lui et Amelia étaient inséparables, travaillant tard dans la nuit dans son bureau, élaborant des stratégies et des plans. Au cours de ces longues heures, leur lien s'est approfondi au-delà de celui d'un patron et de sa traductrice. Il est devenu son mentor, et elle est devenue à bien des égards son ancrage dans le monde. Il a découvert que son esprit intuitif et vif ne se limitait pas à la compréhension des émotions. Il a commencé à lui expliquer les subtilités du monde des affaires. Les chaînes d'approvisionnement, les capitalisations boursières, les rachats par endettement. Au début, il le faisait pour lui donner le contexte des traductions, mais il s'est vite rendu compte qu'elle absorbait tout cela avec une rapidité étonnante. Elle posait des questions si pertinentes qu'elle le faisait réfléchir et reconsidérer ses propres hypothèses. Pourquoi essayons-nous autant de protéger l'usine d'Akron? Demanda-t-elle un soir en montrant un document. Les chiffres indiquent que c'est notre actif le moins rentable. Harrison signa. C'est vrai, mais c'est la première usine que mon père a achetée. Elle emploie 300 personnes dans une ville où il n'y a pas d'autres emplois. Parfois, l'héritage vaut plus que le profit. Amelia acquiesça, l'air sérieux. Grand-père Thomas disait souvent quelque chose comme ça. Il disait qu'un bon leader protège ses soldats, pas seulement la mission. La mention de son grand-père éveilla l'intérêt de Harrison. « Raconte-moi plus sur lui », signa-t-il. Le sergent-major Thomas Grant. Amelia lui raconta alors les histoires que Samuel et sa mère lui avaient transmises. Des histoires sur son courage, son humilité, sa boussole morale inébranlable. Harrison écouta attentivement. Ce nom lui semblait vaguement familier, comme un air à moitié oublié, mais il n'arrivait pas à le situer. Pendant ce temps, Béatrice n'était pas une idole. Sa nouvelle stratégie était bien plus insidieuse que les insultes publiques. Elle savait qu'elle ne pouvait pas discréditer les compétences d'Amelia, alors elle décida d'attaquer sa personnalité. Elle lança une campagne de rumeurs, semant le doute parmi les membres du clavier et les espions de Finch qui avaient des oreilles partout. Le récit qu'elle tissait était subtil mais venimeux. La pauvre fille innocente de la femme de chambre n'était pas si innocente. Elle manipulait le vieux PDG vulnérable, l'isolant de sa famille et de ses conseillers de confiance. Elle lui remplissait la tête de sottises sentimentales sur les usines non rentables et l'héritage qui affaiblissait l'entreprise de l'intérieur. Qui savait ce que sa mère, la nouvelle gérante du domaine, cherchait vraiment? C'était un des escrocs qui s'attaquait à un homme en crise. Les rumeurs commencèrent à faire effet. L'équipe d'Alistair Finch s'empara de cette histoire et l'utilisa dans sa campagne publique pour présenter Harrison comme un dirigeant instable, contrôlé par une enfant. Les actions de l'entreprise commencèrent à chuter. La pression monta. La bataille finale devait avoir lieu lors de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tenait dans la grande salle de bal d'un hôtel de New York. Finch serait présent pour présenter son projet de rachat directement aux actionnaires. Harrison aurait une dernière chance de les convaincre de le soutenir. C'était tout ou rien. La veille de leur départ pour New York, Helen vint dans la chambre d'Amelia. Elle était pâle d'inquiétude. Amy, une employée de cuisine, m'a dit quelque chose, commença-t-elle d'une voix légèrement tremblante. Elle a entendu Mademoiselle Béatrice au téléphone. Elle parlait à quelqu'un de l'équipe de Finch. Elle leur a donné quelque chose. Une sorte de document provenant des dossiers privés de M. Caldwell. Amelia sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Quel document? Je ne sais pas. Mais Amy, c'est plus que de la jalousie maintenant. C'est de la trahison. C'est dangereux. Peut-être, peut-être qu'on devrait partir. On peut quitter cet endroit. On était heureux avant tout ça. Amelia regarda le visage terrifié de sa mère, puis le portrait de son grand-père sur sa table de chevet. Que ferait-il? Il ne fuirait jamais un combat, surtout quand quelqu'un comptait sur lui. Non, maman, dit Amelia d'une voix ferme. Nous ne pouvons pas fuir. Si nous le faisons,
Monsieur Finch gagnera. Il fermera l'usine à Crown. Tous ces gens perdront leur emploi. Monsieur Caldwell perdra l'entreprise de son père. Nous devons aller jusqu'au bout. Nous devons nous battre. Ellen vit la détermination farouche dans les yeux de sa fille, le même regard qu'elle avait vu sur la photo de son père. Elle savait qu'il était inutile de discuter. Elle ne pouvait qu'espérer. Le lendemain, dans la salle de bal caverneuse et bondée de New York, l'atmosphère était électrique et hostile. Alistair Finch, un homme à l'allure élégante et prédatrice d'un requin, venait de terminer sa présentation. Il avait été brillant, utilisant les informations divulguées par Beatrix pour brosser le tableau d'une entreprise en déclin, dirigée par un vieil homme sentimental et dépassé. Les actionnaires murmuraient, acquiesçaient. Le sentiment dans la salle basculait définitivement contre Harrison. Puis ce fut le tour de Harrison. Il se dirigea vers le podium, Amelia à ses côtés. Un écran géant derrière eux diffusait en direct les mains d'Amelia à l'intention de tout le public. Alors qu'ils s'approchaient de la scène, Béatrice les intercepta, l'air faussement inquiet. « Mon oncle, êtes-vous sûr de vous ?» murmura-t-elle. « Laissez-moi parler à votre place. Ne laisse pas cette fille toute gâchée. » Harrison ne la regarda même pas. Il passa devant elle, les yeux fixés sur la foule. Il se tenait debout à la tribune, seul, silencieux. Amelia prit place à ses côtés. Elle sentait des milliers de regards posés sur elle, sentait leur scepticisme, leur pitié. Ses mains se mirent à trembler. Ce n'était pas une salle de réunion, c'était une arène. Harrison posa une main rassurante sur son épaule. Il la regarda et lui fit un petit signe de tête, presque imperceptible. « Nous allons le faire ensemble. » Il commença à signer. Son discours ne portait pas sur des chiffres ou des projections. Il parlait des gens, il parla des hommes et des femmes d'Akron, de la fierté qu'ils tiraient de leur travail. Il parla de la vision de son père, qui voulait bâtir une entreprise qui soit une communauté et pas seulement une ligne sur un téléscripteur boursier. Amelia, nourrie par sa force, trouva son rythme. Ses mains cessèrent de trembler. Elles dansèrent dans les airs, traduisant non seulement ses mots, mais aussi la conviction profonde et inébranlable qui les sous-tendait. Elle mit toute sa passion, son histoire et son cœur dans ses mouvements. Mais c'est alors que Finch tendit son piège. Pendant la séance de questions-réponses, un actionnaire, manifestement envoyé par Finch, se leva. « Monsieur Caldwell, dit l'homme, la voix empreinte d'une fausse sympathie. Nous admirons tous votre sentiment, mais Monsieur Finch a présenté des preuves que vous avez récemment autorisé un demi-million de dollars de fonds discrétionnaires pour la famille Grant. Cela ressemble moins à un sentiment qu'à un achat de votre part par votre propre personnel. Pouvez-vous nous expliquer cela? » L'accusation fit l'effet d'une bombe dans la salle, corruption, détournement de fonds. La foule retint son souffle. Helen, qui observait depuis les coulisses, se sentit défaillir. Béatrice sourit. C'était le document qu'elle avait divulgué. Une fiducie parfaitement légale que Harrison avait mise en place pour l'éducation future d'Amelia, déformée pour paraître sinistre. Amelia se figea. Son esprit se vida. Comment pouvait-elle interpréter cela? C'était une attaque contre elle, contre sa mère. Harrison la regarda, puis regarda la foule, son visage se durcissant lorsqu'il comprit le piège. Il ne pouvait pas se défendre. Il ne pouvait pas expliquer que ce fonds était un geste de gratitude, un investissement dans l'avenir d'une enfant brillante. Toute défense semblerait égoïste. Ils étaient pris au piège. La salle était remplie de visages méfiants. Finch se cala dans son fauteuil, un sourire victorieux sur les lèvres. C'était le coup de grâce. Amelia regarda la foule hostile et son regard se posa sur sa mère, dont le visage était un masque de désespoir. Puis elle pensa à son grand-père. Un bon leader protège ses soldats. À ce moment-là, elle sut ce qu'elle devait faire. Elle s'avança devant Harrison. Elle n'était plus sa traductrice. Elle était sa défenseuse. Elle regarda directement la caméra qui projetait son image sur l'écran géant et commença à signer pour elle-même. « Je m'appelle Amelia Grant », dirent ses mains, dans des mouvements nets et précis. Interprète d'urgence dans la cabine de contrôle, engagée précisément pour ce genre de situation, commença à dire sa voix qui emplit la salle de bal. « L'homme que vous accusez est un homme d'honneur. L'argent dont vous parlez est un fonds universitaire qu'il a créé pour moi. Il l'a fait parce qu'il croit en mon avenir. Il ne me l'a pas donné pour acheter ma loyauté. Il a ma loyauté parce que c'est un homme bon. Il se bat pour son peuple. Et c'est plus que ce que l'on peut dire d'un homme comme M. Finch,
qui ne se bat que pour son propre portefeuille. Elle se tourna ensuite vers Alistair Finch. Vous parlez de force. Mon grand-père, le sergent-major Thomas Grant, était un héros de guerre. Il m'a appris que la vraie force ne consiste pas à détruire des choses. Elle consiste à avoir le courage de construire et l'intégrité de protéger ce que l'on a construit. Monsieur Caldwell est un bâtisseur. Vous, monsieur, n'êtes qu'un tyran. Son petit discours si simple, si direct, si rempli d'une clarté morale inébranlable, brisa l'atmosphère cynique qui régnait dans la salle. Il redéfinit tout le débat. Il ne s'agissait plus du cours des actions. Il s'agissait de caractère. Il s'agissait du bien et du mal. Un silence s'abattit sur la salle de bal. Personne ne savait quoi faire. Une fillette de 12 ans venait de tenir tête à un prédateur financier et, avec rien d'autre que la vérité, avait mis à nu ses motivations. Soudain, au fond de la salle, une seule personne a commencé à applaudir. Puis une autre et encore une autre. En quelques secondes, toute la salle, à l'exception de Finch et de ses acolytes, s'est levée pour une ovation tonitruante. Ce n'était pas seulement pour Harrison, c'était pour Amelia. Béatrice l'a regardée, le visage blême. Son plan parfait et vicieux n'avait pas seulement échoué. Il s'était retourné contre elle de la manière la plus spectaculaire qui soit. Elle avait tenté de faire passer Amelia pour une méchante, mais elle l'avait au contraire révélée comme une héroïne. Harrison Caldwell se tenait derrière Amelia, les yeux brillants de larmes. Il posa ses mains sur ses épaules, un geste silencieux et puissant de fierté et de gratitude. Il était venu ici pour sauver son entreprise. Il n'avait pas réalisé qu'il serait sauvé, à son tour, par le cœur féroce et loyal d'une petite fille. Dans le silence stupéfait qui suivit les applaudissements, un vieil homme assis au premier rang se leva lentement. C'était un actionnaire de longue date, un homme qui avait connu le père de Harrison. Il fixait Amelia, les yeux écarquillés d'incrédulité. « Grant », dit-il d'une voix rauque, marquée par l'âge et l'émotion. « A-t-elle dit que son grand-père était le sergent-major Thomas Grant? »« Le Thomas Grant ?» Harrison regarda l'homme, perplexe. Il fit signe à Amelia. « Que dit-il » Avant qu'Amelia n'ait le temps de répondre, le vieil homme reprit la parole, la voix tremblante. « Harrison, ton père m'a raconté des histoires. Il m'a dit que tout son peloton aurait péri pendant l'hiver 44 sans l'intervention d'un jeune sergent nommé Thomas Grant. Il m'a dit que cet homme lui avait sauvé la vie. Il m'a dit qu'il devait tout ce qu'il était et tout ce qu'il allait construire à ce soldat courageux. » La révélation resta suspendue dans l'air, un revirement de situation stupéfiant et impossible. Harrison fixa Amelia. Les pièces du puzzle s'assemblaient à une vitesse vertigineuse. Le nom familier, les récits de bravoure, la vie de son père, sa propre existence, la compagnie même pour laquelle il se battait. Tout cela, il le devait au grand-père de la petite fille qui se tenait à ses côtés. Il comprit que la gentillesse ne se contentait pas de boucler la boucle. Elle se répercutait à travers les générations. Le courage d'un jeune sergent dans une forêt gelée, des décennies auparavant, venait une fois de plus de sauver son héritage dans une salle de bal new-yorkaise, grâce à l'intervention de sa petite fille. Le combat était terminé. Ils avaient gagné. Les conséquences furent rapides et décisives. Le vote des actionnaires fut un succès écrasant en faveur de Harrison. Alistair Finch quitta la salle de bal dans une rage humiliante. Béatrice, démasquée comme traîtresse, fut licenciée avant même d'avoir quitté le bâtiment. Sa carrière dans l'entreprise était ruinée. Mais pour Harrison, la victoire commerciale était secondaire. Son esprit était accaparé par la révélation stupéfiante concernant le grand-père d'Amelia. Cette nuit-là, de retour dans son penthouse new-yorkais, il ne dormit pas. Il passa des heures au téléphone avec le vieil actionnaire et à fouiller dans les archives numériques. Il trouva juste avant l'aube une photographie noire et blanc granuleuse d'un peloton de l'armée américaine dans une forêt enneigée. Au centre se tenait un jeune officier à l'air fatigué, son père. Et à côté de lui, une main protectrice posée sur son épaule et un regard aussi ferme et sérieux que celui de ses petites filles, se tenait le sergent-major Thomas Grant. Il y a deux semaines, lorsqu'ils retournèrent au domaine, Harrison ne se rendit pas dans son bureau. Il se dirigea directement vers le petit cottage où vivaient Helen et Amelia. Il les trouva dans le salon, en train de faire tranquillement leurs valises. Helen se leva, le visage marqué par l'excuse et la résignation. « Monsieur Caldwell, dit-elle doucement, je pense qu'il vaut mieux que nous partions. Nous vous avons causé assez d'ennuis. Nous n'avons pas notre place dans ce monde. » Harrison secoua la tête.
Il regarda Amelia, puis Helen, et se mit à signer, ses mouvements empreints d'une nouvelle émotion profonde. Amelia traduisit sa propre voix, chargée de larmes. Il dit « Vous avez plus votre place ici que n'importe qui d'autre. » Il dit que son père, Charles Caldwell, doit sa vie à votre père, le sergent Grant. Il dit que tout ce qu'il possède, cette maison, l'entreprise, tout, existe grâce à lui. Il dit que c'est une dette qu'il ne pourra jamais rembourser, mais qu'il veut essayer. Il s'est ensuite tourné vers Amelia. Il veut savoir ce que je veux. Quel est mon plus grand rêve? Amelia a regardé sa mère, puis la photo de son grand-père. Elle a pensé à son frère, Noah, et à ses cartes des étoiles. Elle a regardé Harrison et ses mains ont bougé avec une certitude tranquille. Mon frère veut devenir astronome, a-t-elle signé, mais les écoles qui peuvent lui enseigner sont très chères. Et je veux m'assurer que personne ne se sente jamais aussi seul que vous l'avez été, monsieur. Je veux aider les gens à se connecter. 1 heure plus tard, les avocats de Harrison rédigeaient 2 nouvelles initiatives. La première était la bourse Thomas Grant pour les familles héroïques, un programme entièrement financé visant à offrir une éducation aux descendants de vétérans décorés. Son premier bénéficiaire serait Noah Grant, qui fréquentait la meilleure académie scientifique du pays, dotée d'un programme spécialisé pour les sourds. La seconde était la Caldwell Connection Initiative, une nouvelle branche caritative de son entreprise dotée d'une dotation de 50 millions de dollars. Sa mission était de financer et de développer des technologies et des programmes de communication pour les sourds et les malentendants à travers tout le pays. Sa future directrice, après avoir obtenu son diplôme dans l'université de son choix, serait Mme Amelia Grant. 1 mois plus tard, la vie au domaine Caldwell avait changé du tout au tout. Le silence oppressant avait disparu, remplacé par un nouveau type de calme, empreint de paix et de détermination. Helen, désormais gestionnaire respectée et confiante, supervisait la propriété avec une dignité tranquille. Des tuteurs et des thérapeutes allaient et venaient, non seulement pour Amelia, mais aussi pour Harrison, qui apprenait désormais avec enthousiasme à maîtriser la langue des signes. Le changement préféré d'Amelia était les appels vidéo hebdomadaires avec son frère. Elle et Harrison s'asseyaient ensemble dans le bureau et Noah apparaissait sur un grand écran, le visage rayonnant de joie, tandis qu'il lui racontait en langue des signes ses nouveaux cours, son apprentissage de la physique des trous noirs et des galaxies lointaines. Il n'était plus prisonnier d'un monde trop occupé pour l'écouter. Son monde était désormais aussi infini que l'univers qu'il étudiait. Un soir, Amelia trouva Harrison dans le jardin, debout devant les rosiers blancs que Samuel entretenait avec tant de soin. Je me trompais sur la force. Harrison signait, ses mouvements devenant chaque jour plus fluides. Je pensais qu'il s'agissait d'être la voix la plus forte dans la pièce, d'avoir le pouvoir et le contrôle. Il regarda Amelia, ses yeux orageux désormais clairs et calmes. Toi et ton grand-père m'avez appris la vérité. La vraie force, c'est d'écouter. C'est de protéger les autres. C'est le courage d'être gentil dans un monde qui ne l'est pas. Amelia sourit, un sourire sincère et réconfortant qui illuminait ses yeux. Ma mère dit que la gentillesse finit toujours par revenir. Harrison acquiesça, levant les yeux vers les étoiles du soir qui commençaient à apparaître dans le ciel. C'est vrai, signa-t-il. Parfois, il faut juste une génération ou 2 pour que le cycle soit complet. La jeune fille qui était censée être invisible avait non seulement trouvé sa propre voix, mais elle en avait aussi redonné une à un homme qui avait perdu la sienne. Ensemble, ils avaient entamé une nouvelle conversation. Une conversation qui allait résonner bien au-delà des murs du grand domaine, prouvant que les liens les plus profonds ne s'entendent pas avec les oreilles, mais se ressentent avec le cœur. La victoire dans la salle du conseil n'était qu'un répit temporaire, une bataille gagnée dans une guerre beaucoup plus vaste. Ce soir-là, un lourd silence s'installa à nouveau sur le domaine, différent de celui imposé par l'État de Harrison. C'était le silence de l'anticipation, le silence tendu avant qu'une tempête ne touche terre. Harrison trouva Amelia dans la vaste bibliothèque, recroquevillée dans un fauteuil en cuir qui semblait l'engloutir. Un épais ouvrage sur l'éthique d'entreprise était ouvert sur ses genoux, mais elle ne lisait pas. Elle fixait la cheminée froide et sombre, son petit visage marqué par une inquiétude qui ne correspondait pas à une enfant de 12 ans. Il s'assit dans le fauteuil en face d'elle, le cuir grinçant doucement à la quitte. Il attendit, il apprenait qu'avec Amelia, la patience était un langage à part entière. Finalement, elle leva les yeux, ses yeux bleus reflétant la faible lumière. Elle commença à signer,
ses mouvements lents et hésitants. Aujourd'hui, dans cette pièce, j'ai vu son visage. Mademoiselle Béatrice, elle n'était pas seulement en colère d'avoir perdu. Elle était heureuse, heureuse que nous nous battions. C'est comme si elle voulait que vous échouiez, même si cela signifie qu'elle échoue aussi. L'expression de Harrison était sombre. Il acquiesça, ses mains formant les mots avec une lourde finalité. La haine est un poison, Amelia. Parfois, les gens préfèrent le boire eux-mêmes plutôt que de voir leur ennemi mourir de soif. Il fit une pause, le regard intense. Tu as été courageuse aujourd'hui, plus courageuse que n'importe quel cadre que j'ai vu en 30 ans. Tu as un cœur de lionne. Le compliment la réconforta, mais il n'effaça pas le nœud froid de peur dans son estomac. Les lions peuvent toujours être pris au piège, signa-t-elle, et elle en est en train de poser un. Je le sens. Alors, nous serons vigilants, répondit Harrison par signe, sa détermination se renforçant. Nous y ferons face ensemble. Mais Amelia savait que certains pièges n'étaient pas destinés aux lions. Ils étaient destinés aux personnes qui leur étaient chères. L'après-midi suivant, cherchant à échapper à l'atmosphère pesante du manoir, Amelia trouva Samuel dans la serre, un monde humide et parfumé d'un vert éclatant. Il s'occupait d'une collection d'orchidées délicates. Ses doigts noueux étaient étonnamment doux. Les ennuis suivent le pouvoir comme une ombre. Petit oiseau, dit-il, sentant son inquiétude sans même la regarder. Et vous êtes Monsieur Caldwell. Il jette en effet une longue ombre. Ce n'est pas lui qui m'inquiète, avoua Amelia, en suivant le tracé d'une goutte d'eau sur une large feuille. C'est sa nièce. Elle va faire quelque chose de terrible. Samuel posa son arrosoir et se tourna vers elle, le regard bienveillant. Ton grand-père Thomas, dit-il, a déjà dû faire face à une situation similaire. Pas dans une salle de réunion chic, remarquez. Au milieu d'une jungle perdue, Amelia s'assit sur une caisse renversée, captivée. Il y avait un homme dans leur unité, commença Samuel en baissant la voix. Un caporal intelligent, compétent, mais rongé par la jalousie. Il pensait qu'il aurait dû être promu sergent à la place de ton grand-père. Il a commencé petit. Une rumeur ici, une commande de fourniture égarée là, des choses mineures destinées à faire passer Tom pour incompétent. Qu'a fait grand-père? Il savait qui c'était. Tout le monde le savait, mais il n'a rien fait. Il a simplement continué à faire son travail, à diriger ses hommes, à veiller à la sécurité de tous. Il m'a dit un jour, « Ne donne jamais à un serpent la satisfaction de savoir que tu l'entends siffler. Tu dois juste faire attention où tu mets les pieds. » Samuel prit une petite paire de ciseaux et coupa une feuille jaunie. Mais ensuite, les choses sont devenues sérieuses. Le caporal a oublié de transmettre un message concernant une patrouille ennemie. C'était un mensonge. Il avait reçu le message. Il l'avait simplement ignoré. Cela a failli coûter la vie à 2 hommes. Après cela, Tom a compris qu'il ne pouvait plus rester les bras croisés. « L'a-t-il puni ?» demanda Amelia en se penchant en avant. « Non, répondit Samuel, et ce simple mot était lourd de sens. Une punition aurait été trop simple. Cette nuit-là, ton grand-père se rendit à la tente du caporal. Il ne cria pas. Il ne proféra aucune menace. Il s'assit simplement et commença à nettoyer son fusil. Puis, il lui raconta l'histoire d'un autre soldat, dans une autre guerre, qui avait trahi son unité et ce qui lui était arrivé. Il ne mentionna jamais le nom du caporal. Il se contenta de raconter l'histoire. Quand il eut terminé, il se leva et partit. Que s'est-il passé? Le lendemain matin, le caporal demanda à être transféré vers l'avant-poste le plus dangereux qu'ils aient. Il passa le reste de son service à prouver qu'il était un soldat loyal. Tom savait que la honte, lorsqu'elle vient de l'intérieur, est une force plus puissante que n'importe quelle punition venant de l'extérieur. Il n'a pas détruit cet homme, il lui a donné une chance de se sauver. Samuel regarda Amelia, le regard perçant. Beatrice Caldwell n'est pas ce caporal. Elle n'a aucun honneur auquel faire appel, mais la leçon est la même. Un serpent finira toujours par montrer ses crocs. Votre travail consiste à être prêt lorsqu'il frappe et à ne pas laisser son venin vous empoisonner. Amelia quitta la serre en se sentant à la fois plus sage et plus effrayée. L'histoire de Samuel lui avait donné un cadre pour comprendre la trahison de Beatrice, mais elle avait également confirmé son caractère inévitable. Beatrice n'essayait pas de se sauver. Elle essayait de détruire Harrison et elle n'arrêterait pas avant d'avoir réussi. Pendant ce temps, Beatrice passait à l'action. Sa campagne de rumeurs avait préparé le terrain et il était maintenant temps de semer les graines de la véritable destruction.
Elle organisa une réunion dans un restaurant discret et chic, loin du domaine des Caldwell. L'homme qui la rencontra était Philip Shaw, le chef de stratégie impitoyable d'Alistair Finch. « Je suis ravi que vous ayez pu venir, Béatrice », dit Shaw avec un large sourire. Alistair était très heureux d'apprendre que vous étiez disposé à coopérer. « Épargnons-nous les politesses, Philippe », dit Béatrice d'une voix froide. « J'ai ce qu'il vous faut pour faire pencher la balance lors de l'Assemblée des actionnaires. Mais cela a un prix. » « Bien sûr, » répondit Shaw en se penchant en avant avec empressement. « Quand Alistair prendra la relève, le poste de PDG sera à moi. Ce n'est pas négociable. » Le sourire de Shaw s'élargit. « Considérez que c'est fait. Maintenant, qu'avez-vous pour nous? » Béatrice fit glisser un mince dossier sur la table. « Voici une copie d'une fiducie privée créée par mon oncle. Un fonds d'1 demi-million de dollars pour la fille de la femme de ménage. Il s'agit d'une fiducie éducative, mais vous et moi savons à quoi cela ressemble. On dirait un pot de vin. On dirait qu'il est manipulé. Son jugement est brouillé. C'est l'arme parfaite pour le présenter comme inapte à diriger. » Shaw ouvrit le dossier et parcourut le document des yeux. Un sifflement s'échappa de ses lèvres. « C'est de l'or, Béatrice, de l'or pur. Avec les rumeurs que tu as déjà répandues, ce sera le coup de grâce. Assure-toi simplement que ce soit un cercueil, Philippe, dit Béatrice, une lueur venimeuse dans les yeux. Pas une simple tape sur les doigts, je veux qu'il soit ruiné. » Le poison commença à se répandre plus vite qu'il ne l'aurait imaginé. 2 semaines avant la réunion à New York, Harrison reçut un appel de son plus vieil ami et banquier, un homme nommé George Thornhill. George insista pour le rencontrer en personne. Il arriva au domaine, l'air sombre. Ils se réunirent dans le bureau, en présence d'Amelia qui servait d'interprète. « Harrison, j'ai entendu des choses, » dit George sans préambule. « Des choses horribles. Que tu ne prends plus de décisions rationnelles. Que tu t'es isolé et que tu es indûment influencé par, par l'enfant. » Il jeta un regard gêné à Amelia. Le visage de Harrison était impassible. Il fit signe à Amelia. « Dis-lui qu'il devrait savoir qu'il ne faut pas écouter les ragots. » « C'est plus que des ragots, Harrison, » insista George en élevant la voix. « J'ai vu un document, un fonds que tu as créé, 1 demi-million de dollars. Dans le contexte actuel, avec Finch qui rôde, c'est indéfendable. On dirait que tu es victime de chantage ou que tu as perdu la tête. Le conseil d'administration est effrayé. Les banques sont nerveuses. Tu perds toute crédibilité. » Les mains de Harrison s'agitèrent, ses mouvements brusques trahissant sa colère et son sentiment de trahison. Ce fonds est un investissement dans un esprit brillant. C'est un geste de gratitude envers la seule personne qui m'ait montré plus de loyauté et d'intégrité que ma propre famille. Dis-lui, Amelia. Amelia traduisit ses paroles, sa voix restant calme, malgré l'insulte de George. George secoua la tête, l'air peiné. « Je te crois, Harrison. Mais c'est l'histoire qui compte. Et pour l'instant, Alistair Finch raconte une meilleure histoire. Tu dois te débarrasser de cette fille publiquement. Prends tes distances avec elle et sa famille. C'est la seule façon de prouver que tu contrôles toujours la situation. » La pièce devint silencieuse. Amelia ressentit le poids des paroles de George, la logique froide et pragmatique du monde des affaires. Elle était un handicap. Pour se sauver, Harrison devait la sacrifier. Elle le regarda, le cœur serré, prête à accepter sa décision. Elle comprendrait. Elle s'effacerait si cela lui permettait de sauver son entreprise, son héritage. Harrison soutint son regard pendant un long moment. Il vit la peur dans ses yeux, mais aussi une force résolue. Il vit une enfant prête à se sacrifier pour lui. Il pensa à son père et à l'homme qui l'avait sauvé. Qu'aurait fait Thomas Grant? Il aurait protégé ses soldats. Lentement, délibérément, Harrison reporta son regard sur son plus vieil ami. Il leva les mains et signa 3 mots. Amelia traduisit d'une voix douce et murmurée. Il dit « Va-t'en, George. » Le rejet de son ami du chemin facile était une déclaration de guerre. Harrison avait fait son choix. Il ne se battait plus seulement pour son entreprise. Il se battait pour elle. Il se battait pour le principe selon lequel la loyauté et l'honneur valaient plus que le cours de la bourse et l'opinion publique. Quelques jours plus tard, comme pour tester sa détermination, une crise éclata à l'usine d'Akron. Une machine essentielle, la presse principale de toute la chaîne de montage, subit une panne catastrophique. L'usine fut fermée.
Le coût de l'arrêt de production faisait perdre à l'entreprise des centaines de milliers de dollars par jour. Le directeur de l'usine, un vétéran grisonnant nommé McAfee, était paniqué. Il ne parvenait pas à évaluer clairement les dégâts. Harrison, incapable de se rendre sur place pour évaluer lui-même la situation, était de plus en plus frustré par les informations de seconde main confuses qu'il recevait par email. Il demanda à Amelia de mettre McAfee en appel vidéo. Quelques minutes plus tard, le visage inquiet du directeur apparut sur le grand écran du bureau. Il criait dans son téléphone au-dessus du brouhaha de l'usine. « Monsieur Caldwell, c'est un désastre. Les ingénieurs allemands désignent que tout le système hydraulique est hors service. Ils parlent d'un remplacement complet, au moins 6 semaines. » La nouvelle était dévastatrice. 6 semaines leur donneraient à Finch l'argument parfait pour affirmer que les opérations de l'entreprise étaient un échec. Harrison se mit à signer frénétiquement, demandant des détails, mais le directeur ne comprenait pas. Amelia intervint. « Monsieur McAfee, dit-elle calmement, sa voix coupant court à sa panique. « Laissez-moi vous aider. Montrez-nous simplement la machine. » Le directeur tourna la caméra de son téléphone vers l'énorme presse silencieuse. Amelia regarda l'écran avec attention. Harrison signa une série de questions très techniques sur les soupapes de pression et la dynamique des fluides. Des termes qu'Amelia avait appris lors de leur session nocturne. Elle les traduisit parfaitement. Mais elle ne regardait pas seulement la machine. Elle observait le visage de McAfee. Elle voyait la sueur sur son front, mais elle voyait aussi la façon dont ses yeux se tournaient sans cesse vers une jeune mécanicienne qui se tenait à l'arrière-plan. Une jeune femme qui essayait d'attirer son attention en pointant du doigt un composant secondaire plus petit. McAfee, paniqué, l'ignorait. « Monsieur, signa Amelia Harrison, interrompant son flot de questions. Demandez-lui d'écouter la femme en bleu de travail. Elle sait quelque chose. » Harrison fit confiance à son intuition sans hésiter. « McAfee, laissez parler votre mécanicienne. » Il donna ses instructions par l'intermédiaire d'Amelia. À contre-cœur, McAfee tendit le téléphone à la jeune femme. Elle s'appelait Sarah. Elle s'exprima de manière claire et concise, les mains couvertes de graisse. « Monsieur, avec tout le respect que je dois à l'équipe allemande, il se trompe. Ce n'est pas le système hydraulique principal. C'est une seule servo-valve qui est défectueuse. C'est une pièce à 5 $, mais elle est grippée et bloque tout le circuit hydraulique. Si nous pouvons la contourner, nous pourrons être de nouveau opérationnels à 80% de notre capacité dans 3 heures et une pièce de rechange pourra être livrée demain matin. » Un sentiment de soulagement envahit le visage de Harrison. Il signa une nouvelle série d'instructions autorisant Sarah à procéder immédiatement. « Amelia, signa-t-il une fois l'appel terminé. « Comment l'avez-vous su? Je ne l'ai pas su. » Elle lui répondit par signe, mais il vit qu'elle ne paniquait pas. Tout le monde criait, mais elle réfléchissait. Elle ressemblait à ma mère lorsqu'elle essaie de trouver un moyen d'enlever une tache sur un tapis inestimable. Elle résolvait le problème, elle ne se contentait pas de le regarder. Harrison la fixa du regard, envahi par un sentiment étrange. Son talent ne se limitait pas au langage. Il résidait dans sa perception. Elle voyait des choses que tout le monde manquait. Ce jour-là, elle ne lui avait pas seulement fait économiser des millions de dollars. Elle avait sauvé l'usine Akron et renforcé sa détermination. Qu'ils viennent avec leurs rumeurs et leurs mensonges. Il savait de quel côté il se tenait. Il se tenait aux côtés de la jeune fille calme et observatrice qui voyait la vérité, même au milieu d'une tempête. Le voyage à New York n'était plus seulement une défense, c'était une contre-attaque. Le voyage à New York fut tendu. À l'intérieur du jet privé, Harrison Caldwell, vêtu d'un costume gris anthracite qui était son armure professionnelle, regardait la ville tentaculaire. Il était un général se préparant pour la bataille la plus importante de sa vie. En face de lui, Amelia, vêtue d'un élégant tailleur bleu marine, répétait des données financières pour calmer ses nerfs. Ce n'étaient pas les chiffres qui l'effrayaient, mais les visages qu'elle savait qu'elle allait voir, des visages pleins de doute et de cupidité. Sentant sa peur, Harrison tendit le bras par-dessus l'allée et lui tapota la main. Il lui adressa un petit sourire fatigué et lui fit signe. « Quoi qu'il arrive aujourd'hui, Amelia, sache ceci, tu as déjà gagné. Tu as rappelé à un vieil homme ce qui est vraiment important. Le reste n'est que bruit. » Ces mots, destinés à la réconforter, transformèrent sa peur en détermination.
Elle ne le laisserait pas tomber. La salle de bal du Grand Hyatt était un véritable colisée. Des centaines d'actionnaires et de journalistes occupaient les sièges, leurs murmures collectifs formant un bourdonnement grave et anxieux. Alistair Finch se déplaçait dans la salle comme un maître de cérémonie, vendant un avenir d'efficacité impitoyable. Béatrice se tenait à ses côtés, fantôme vêtu d'un tailleur chic, offrant aux alliés de son oncle des sourires tristes et compatissants. Une performance magistrale et venimeuse. Lorsque Harrison et Amelia entrèrent, un silence s'installa. Ils semblaient petits, isolés, vestiges d'un passé sur le point d'être dévoré. Finch monta le premier sur scène. Sa présentation était un chef-d'œuvre de guerre d'entreprise. Il utilisa des graphiques astucieux pour présenter chaque difficulté récente comme un échec du leadership. Il a dépeint la catastrophe évitée de justesse à l'usine d'Akron, non pas comme un problème résolu, mais comme le signe d'une entreprise en déclin. Puis il a porté le coup fatal. Mais le signe le plus inquiétant, a déclaré Finch, la voix feignant l'inquiétude, ne se trouve pas dans les bilans. Il réside dans le caractère de l'homme lui-même. Sur l'écran géant derrière lui, une copie du document fiduciaire est apparue, le fonds d'un demi-million de dollars destiné à Amelia. Ce document montre un versement d'un demi-million de dollars de M. Well à la famille de son personnel domestique. FinchMed, une famille dont la jeune fille est désormais son seul moyen de communication. S'agit-il de leadership ou d'un homme si vulnérable qu'il est devenu une marionnette pour ceux qui ont un intérêt financier à le contrôler? L'indignation a gagné l'auditoire. L'accusation, si publique et personnelle, était dévastatrice. Elle confirmait toutes les rumeurs que Béatrice avait soigneusement semées. Harrison Caldwell était compromis. Le chemin jusqu'à l'estrade lui sembla long d'1 kilomètre. L'atmosphère n'était plus sceptique. Elle était hostile. C'était un procès, et le verdict semblait déjà décidé. Les mains d'Amelia tremblaient tellement qu'elle dut les serrer en poing. Elle regarda les visages hostiles et vit Béatrice au premier rang, arborant un air de pure malice triomphante. À ce moment-là, la peur d'Amelia fut consumée par une colère froide et féroce. Harrison se tint debout à la tribune et commença à signer. Son discours ne portait pas sur des chiffres. C'était une défense calme et digne de l'œuvre de sa vie, des principes de son père, des communautés qui dépendaient de son entreprise. Les mains d'Amelia, désormais fermes, bougeaient avec une grâce fluide, canalisant sa passion, sa tristesse et sa force inébranlable. Mais la foule resta de marbre. Le poison avait pénétré trop profondément. Pendant la séance de questions-réponses, l'actionnaire infiltré par Finch posa la dernière question préparée à l'avance au sujet du fonds fiduciaire. Cela ressemble moins à de la compassion qu'à un achat de votre personne. Pouvez-vous nous expliquer cela? L'accusation resta en suspens, tel un échec et mat. Harrison ne pouvait défendre cet acte de gentillesse sans paraître faible. Il ne pouvait le nier sans mentir. Ils étaient piégés. Alistair Finch s'est penché en arrière, un sourire victorieux aux lèvres. Amelia a regardé sa mère dans les coulisses, le visage marqué par le désespoir. Elle a pensé à son grand-père. Un bon leader protège ses soldats, et elle savait qu'elle était le dernier soldat de Harrison. Elle s'est avancée devant le podium, devant Harrison. Elle n'était plus sa traductrice, elle était sa défenseuse. Elle a regardé directement la caméra principale et a commencé à signer pour elle-même. « Je m'appelle Amelia Grant », dirent ses mains, et la voix de l'interprète d'urgence emplit soudainement la pièce. « L'homme que vous accusez est un homme d'honneur. L'argent dont vous parlez est un fonds universitaire qu'il a créé parce qu'il croit en mon avenir. Il ne me l'a pas donné pour acheter ma loyauté. Il a gagné ma loyauté en étant un homme bon et honnête dans une pièce remplie de gens qui ne se soucient que de l'argent. » Elle tourna son regard vers Alistair Finch. « Vous parlez de force. Mon grand-père, le sergent-major Thomas Grant, était un héros de guerre. Il m'a appris que la vraie force ne consiste pas à détruire des choses. Elle consiste à avoir le courage de construire et l'intégrité de protéger ce que l'on a construit. Monsieur Caldwell est un bâtisseur. Vous, monsieur, n'êtes qu'un tyran. » Son discours, si simple et si plein d'une clarté morale inébranlable, brisa l'atmosphère cynique qui régnait dans la pièce. Un profond silence s'installa, rompu par une seule paire de mains qui applaudissait. C'était Samuel, qui avait insisté pour les accompagner. Puis une autre personne se joignit à lui, puis une autre. En quelques secondes, la salle de bal éclata en une ovation debout tonitruante, une vague de sons et d'approbation. Le visage de Béatrice était livide.
Son plan parfait s'était retourné contre elle de manière spectaculaire, révélant Amelia non pas comme une méchante, mais comme une héroïne. Harrison se tenait derrière la jeune fille, les yeux brillants de larmes, les mains posées sur ses épaules dans un geste de profonde fierté et de gratitude. Dans le silence stupéfait qui suivit, un ancien membre du conseil d'administration, Arthur Penellogan, se leva lentement. Grant, appela-t-il d'une voix rauque d'émotion. A-t-elle dit que son grand-père était le sergent-major Thomas Grant de la 101e division aéroportée? Il se tourna vers l'auditoire, la voix tremblante. Le père de Harrison, Charles Caldwell, était un jeune lieutenant dans cette division. Son peloton avait été isolé pendant l'hiver 84. Ils étaient à court de munitions, à court d'espoir. Charles était blessé. Le regard d'Arthur se fixa sur Amelia. Un jeune sergent nommé Thomas Grant avait refusé de l'abandonner. Il avait porté Charles sur son dos pendant 2 miles à travers le territoire ennemi. Il lui avait sauvé la vie. Charles m'a dit sur son lit de mort qu'il devait tout à lui. Cette compagnie devait son existence au courage de ce soldat courageux. La révélation s'abattit sur la salle. Harrison fixa Amelia, les pièces du puzzle s'assemblant dans son esprit. La vie de son père, sa propre existence, la compagnie même pour laquelle il se battait. Tout cela était une dette sacrée envers le grand-père de la petite fille qui se tenait à ses côtés. Il comprit que la gentillesse ne se limitait pas à un simple cercle vicieux. Elle se répercutait à travers les générations. Le courage d'un jeune sergent dans une forêt gelée, il y a plusieurs décennies, venait une fois de plus de sauver son héritage grâce aux mains fermes et l'éloquence de sa petite fille. Le combat était terminé. Ils avaient gagné. Et c'est là que nous terminerons l'histoire pour l'instant. Chaque fois que je partage l'une de ces histoires, j'espère qu'elle vous donne l'occasion de sortir du quotidien et de vous évader un peu. J'aimerais savoir ce que vous faisiez en l'écoutant. Peut-être vous détendiez-vous après le travail, lors d'une balade nocturne en voiture, ou vous reposiez-vous simplement. Laissez-moi un petit mot dans les commentaires. Je les lis tous, vraiment. Et si vous voulez être sûr que nos chemins se croisent à nouveau, cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Cela fait une énorme différence. Nous essayons toujours d'améliorer nos histoires, alors n'hésitez pas à laisser vos commentaires dans la section ci-dessous. Merci d'avoir passé ce moment avec nous.